Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette dernière en fait édition des mercredis du comité, dernière édition du semestre en ce qui me concerne puisque je les suis, je les accompagne depuis le mois de janvier dernier et là c'est à nouveau la section d'histoire des sciences du CTHS en la personne de Brigitte Zanda qui va nous présenter une conférence. Je crois que cette section a été particulièrement dynamique puisque depuis le mois de janvier, ça doit être la troisième fois que nous proposons une section d'histoire des sciences et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, enfin beaucoup de profanes comme moi finalement. Du coup, étant moi-même plutôt un historien moderniste, les quelques mots d'introduction que je peux donner ici sont forcément des mots de profane. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a, par exemple, beaucoup de sources d'archives qui parlent des météorites. Je sais que les notaires du Midi, par exemple, ont l'habitude de consigner des événements particuliers comme des tremblements de terre. Ça arrive, j'ai déjà vu ça dans un fonds d'archives au XVIIe siècle. Les météorites, je ne sais pas. Mais enfin bon, nous avons parfois nos expériences, la chance d'en voir une. Ça m'est arrivé il y a quelques années, c'était en Lozère par une belle nuit du mois d'août et tout d'un coup une boule de feu, c'est peut-être exagéré, mais enfin quelque chose d'un phénomène assez surprenant a traversé le ciel et le lendemain, tout le monde, on est allé voir sur Internet, dans la presse pour voir ce qui se passait et en effet, c'était bien une météorite qui avait été observée dans toute la France et qui avait provoqué le buzz, comme on dit. Alors, les météorites, il y en a des petites, il y en a des grosses. D'ailleurs, puisque notre congrès va avoir pour thème les ruptures et les effondrements, je me demande si on n'accuse pas une météorite d'avoir provoqué une catastrophe au Yucatan ou pour l'extinction des dinosaures et ce genre de choses. Je sais également qu'il y en a une très grosse qui a fait un beau cratère en Sibérie en 1908, mais je crois que ma culture générale s'arrête là, donc il vaut mieux laisser parler les spécialistes pour essayer de nous aider à voir plus clair donc, dans cette affaire. Voilà, donc Brigitte Zanda, vous avez la parole. Merci Nicolas pour cette introduction. Donc bonjour à tous. Effectivement, il y a un petit peu de sources d'archives. Je vais parler un tout petit peu d'histoire au début, mais comme cette conférence elle est plutôt axée sur pourquoi est-ce qu'on les étudie, ça va être plus axé sur la science qu'on peut en tirer. Si vous voulez, un jour, on pourra faire quelque chose sur l'histoire, parce qu'il y a tout un folklore historique aussi autour des météorites. Et comme c'est des objets assez rares, en fait, chaque objet qui tombe est vraiment très soigneusement documenté et on a des sources là-dessus. Nous-mêmes, on les collectionne et on a des collègues qui collectionnent ce genre de choses. Donc, il y a pas mal, il y a pas mal il y a pas mal de choses en fait à creuser et c'est vraiment un sujet qui est intéressant enfin, pour moi, mais même dans l'histoire des sciences. Voilà, donc déjà, bon, ce que vous voyez là, donc c'est effectivement la traversée spectaculaire d'une météorite dans l'espace. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez des cailloux qui se propagent dans l'espace. Et enfin, évidemment, ce n'est pas les cailloux eux-mêmes qu'on voit. Ce qu'il faut voir, c'est que quand un objet extraterrestre entre en collision avec la Terre, les vitesses qui sont impliquées, c'est des vitesses cosmiques qui sont l'ordre de grandeur de la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc, ça veut dire que c'est des vitesses absolument faramineuses. Et donc, la traversée de l'atmosphère d'une météorite, c'est un phénomène qui se fait en quelques secondes, généralement. Et aux vitesses où ça va, l'air va être vraiment mais comprimé vraiment très très violemment par le caillou incident et cet air aura à peine le temps de se déplacer, donc il va couler autour de l'objet, et comme il est comprimé, comme tout gaz comprimé, il va s'échauffer très très brutalement, il va atteindre des températures qui sont plus élevées que la surface du Soleil, donc typiquement le Soleil c'est 5700 Kelvin, là on atteint des températures de 10 000, 20 000 degrés Kelvin, et à cette température-là, l'air se met à briller, en fait il s'ionise, ça fait un plasma comme la surface du Soleil, et ça se met à briller. Et donc ce qu'on voit, c'est le halo de gaz brillant qui entoure l'objet. Et puis l'objet lui-même, il va avoir tendance à se fracasser. En fait, il va avoir l'air comme un mur, exactement comme quand on plonge dans une piscine, si on lui offre trop de surface et qu'on arrive trop vite, on fait un plat. Bien que ce soit un fluide, on va réussir à rencontrer le fluide comme si c'était un solide. Là, de la même manière, la météorite va avoir tendance à se fracasser contre l'atmosphère
Et c'est ce qu'on voit sur cette magnifique image qui a été faite par une journaliste professionnelle. Et les objets se fracassent plusieurs fois. Et donc, on a plusieurs bouts, avec les plus gros bouts plutôt vers l'avant parce qu'ils sont moins ralentis, ils sont plus lourds, donc ils sont moins ralentis, et les petits bouts vers l'arrière. Mais on peut avoir des petits bouts devant des plus gros bouts, comme ici, par exemple. J'espère que vous voyez ma souris, simplement parce qu'il est arrivé à l'arrière d'un gros bout et puis il s'est fragmenté. Et donc, les objets vont se répartir sur des distances qui peuvent être quand même plusieurs kilomètres, en fait, avec les plus gros bouts vers l'avant et les plus petits bouts plutôt vers l'arrière. Et chacun de ces bouts va s'être échauffé en surface et donc va avoir une fine pellicule de recuit, un peu comme la croûte d'un pain, en fait. C'est le même matériau, mais qui a été violemment chauffé, avec une espèce de croûte noire autour. Et il n'y a pas de météorites qui arrivent sur Terre sans avoir subi ce phénomène-là, parce qu'elles arrivent toutes très vite et elles arrivent nécessairement comme ça. Et puis, le plasma, l'air qui est autour, il est ultra chaud, il va avoir tendance à arracher la surface de l'objet, littéralement, donc l'objet va diminuer. Alors, si on a un tout petit objet au début, ça fait ça. Ça fait, tiens, je ne peux pas passer la diapo suivante, ça c'est embêtant. Alors, comment je fais pour passer la diapo suivante? Il va falloir que je trouve la petite flèche. Voilà. Donc, ça fait ça. Ça, c'est une des pluies, ce qu'on appelle des pluies de météores. En fait, ce sont des toutes petites poussières. La Terre traverse une zone de poussière et toutes ces petites poussières rentrent dans l'atmosphère. Et comme elles sont très petites, typiquement, elles sont millimétriques, et rien n'atteindra le sol. C'est ce qu'on appelle une étoile filante. Donc, l'objet va s'allumer vers à peu près 100 km d'altitude quand le gaz est suffisamment dense, et puis il va se consumer littéralement, et donc il va s'éteindre assez haut. Et s'il est suffisamment gros, il peut rester des pierres au sol, et donc on va trouver des météorites au sol. Alors, la photo que je vous ai montrée, on n'a retrouvé que le plus gros des cailloux, en fait, dans celui-là. En plus, c'était un caillou de quelques kilos, il est tombé sur une voiture, donc il n'est pas du tout passé inaperçu. Mais on peut avoir des objets évidemment plus gros, et à ce moment-là, ça peut faire un phénomène assez massif. C'est ce qu'on voit là. Là, c'est des vidéos, en fait. Alors, je vais couper le son. Ah ben non, je ne sais pas couper le son. Je vais juste avancer cette vidéo. Donc, vous avez c'est des montages de photos, en fait. Alors, ce qu'on entend, c'est les radios dans les voitures, parce que c'est des montages de films qui ont été faits ça se passe en Russie en 2013. Donc, les gens allaient bosser le matin, c'était un petit peu après 9 h. Et donc, on a des montages de plein de films de cet événement. Et pourquoi j'ai laissé cette photo-là, justement, j'ai arrêté le film à cet endroit-là, parce que ce qu'on voit, c'est une des explosions du bolide, enfin, une des fragmentations du bolide. Et on voit qu'il s'est fragmenté une deuxième fois. Celui-là s'est fragmenté 5 fois au moins. Et comme il s'agissait d'un objet assez gros, en l'occurrence, à peu près la taille d'un autocar, il faisait 17 mètres, 19 mètres. Donc, c'est quand même un objet extrêmement massif. Et quand il se fragmente, il va libérer de l'énergie. Et cette énergie, c'est un souffle, en fait. Donc, c'est un son et qui se déplace à peu près 10 fois moins vite que le bolide lui-même. Donc, les gens avaient vu passer le bolide. Ils étaient à leur fenêtre, en train de regarder la traînée de poussière qui restait derrière, quand le souffle est arrivé et il a fait exploser les fenêtres. Donc, j'ai 2 vidéos là derrière où je vous montre ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. La première, on voit d'abord la lumière, c'est le passage du bolide. Et puis ensuite, la vidéo est coupée et on voit ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc, voilà. Vous voyez la lumière. Après, il s'est écoulé une petite minute, en fait, entre les deux, 1 minute 30. Là, c'est la caméra qui retrace, c'est pour ça que c'est sombre. 1 minute après, là, et regardez, voilà, vous avez vu les gens qui sont vraiment littéralement jetés par terre par la fragmentation, par le souffle. La vidéo suivante, c'est encore pire. Les gens sortent de l'usine, c'est l'équipe de nuit qui sort de l'usine, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez qu'il s'agit quand même d'un phénomène assez brutal. Bon, la porte n'était pas très solide. Sur cet événement-là, dans cette usine, il n'y a pas eu de blessés. En revanche, toutes les vitres de la ville de Tcheliabinsk, enfin la moitié des vitres de la ville de Tcheliabinsk ont explosé. Et ça donne ça, le lendemain, le théâtre de la ville.
Et il y a eu quand même 1200 blessés, essentiellement par des éclats de verre que les gens ont pris dans la figure. Et là, donc, le lendemain, au théâtre, on voit la femme de ménage qui se dit, mais quand est-ce que je commence à ramasser tout ça? Donc ça, c'est le phénomène le plus intense, le seul qui soit vraiment produit sur une ville récemment et qui est effectivement engendré des accidents. En général, il faut quand même reconnaître que la Terre n'est pas couverte de villes, ni même de personnes vivantes. Et donc, les accidents provoqués par les météorites sont extrêmement rares. Et puis après, au sol, on a retrouvé plein de pierres, hein, des fragments individuels de ces roches. Je vous les décrivais tout à l'heure. C'est des roches qui ont brûlé en surface. L'intérieur est toujours différent de l'extérieur, c'est assez caractéristique à retrouver. Et donc, il y a cette fine pellicule noire qui est la seule zone du caillou qui a chauffé, parce que comme la traversée de l'atmosphère est très rapide et que le caillou arrive, il est froid, il y a que ça chauffe sur à peu près 1 millimètre. Et puis, quand l'objet est plus gros, ça peut provoquer évidemment des catastrophes de taille plus importante. Donc, Nicolas, il faisait allusion tout à l'heure. Effectivement, en 1908, dans la Tunguska, il y a eu comme ça un énorme souffle qui était plus important. On pense maintenant que l'objet était à peu près 2 fois plus gros en taille. Alors, évidemment, si vous multipliez la taille, la longueur ou le diamètre par 2, vous multipliez, comme c'est au cube, vous multipliez le volume pratiquement par un facteur 10, et donc vous multipliez par 10 l'énergie qui est libérée, donc ça fait des événements qui sont extrêmement intenses. Donc là, ça se passe en Sibérie, c'est un endroit qui était très inaccessible, on est allé sur place que plus de 20 ans après, mais on a retrouvé, à partir d'un épicentre, tous les arbres qui étaient cachés par terre. Et il y a cette image que j'aime beaucoup, que j'ai prise sur Wikipédia, où on voit les zones qui ont été affectées par l'événement de la Tunguska. Donc, le petit point rose au centre, c'est l'endroit où les arbres sont détruits dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. La zone orange autour, c'est des destructions vraiment importantes. Et le bruit en bleu, ça a été entendu à 1500 kilomètres à la ronde. Sachant que c'est tombé dans un endroit qui était pratiquement désert, hein, donc il n'y a pas eu de problème majeur. Mais si le caillou était tombé juste 3 heures plus tard, comme la Terre aurait tourné, la ville qui aurait été en dessous, ça aurait été Saint-Pétersbourg, et on peut imaginer que ça aurait été une catastrophe vraiment extrêmement importante. Donc, pour le moment, on a toujours échappé à ce genre de choses. Et heureusement, ce genre de phénomène, un phénomène comme l'événement de la Tunguska, c'est quand même des phénomènes qui sont très rares, parce qu'il se trouve que plus les objets sont gros et plus ils sont rares. Donc, typiquement, un événement comme ça se produit tous les 1000 ans. Tous les 1000 ans à peu près. Donc, jusqu'ici, on n'a pas eu d'accident comme ça, vraiment de cette taille. Mais on n'est pas du tout à l'abri, d'autant que si on connaît tous les gros astéroïdes qui, à l'heure actuelle, seraient susceptibles d'entrer en collision avec la Terre, et on sait qu'il n'y en a pas dans un futur très proche, des objets comme ça qui font 50 mètres de diamètre et qui se promènent et qu'on ne connaît pas, ça, et on est sûr qu'il y en a un certain nombre. En fait, ce phénomène d'objets qui entrent en collision avec la Terre, c'est tout simplement, ça s'est produit pendant toute l'histoire du système solaire. Et quand on a un très gros objet comme ça, il est à peine ralenti par l'atmosphère, et à ce moment-là, il va libérer son énergie en arrivant au sol. Et surtout que là, c'était un objet qui était en fer, donc qui n'a pas eu tendance à se fragmenter dans l'atmosphère. Donc l'objet en question a lâché toute son énergie en arrivant au sol, et à ce moment-là, ça souffle une cavité qui est à peu près 20 fois plus grosse que l'objet. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un cratère d'impact. C'est le premier cratère d'impact qui a été identifié comme tel. Son vrai nom, c'est le Barringer cratère, mais on l'appelle souvent le météore cratère en Arizona. Et en fait, il fait 1,2 km de diamètre, mais l'objet qui a provoqué la formation de ce cratère, il était à peu près comme cette zone que je montre avec ma souris, on estime qu'il faisait à peu près une cinquantaine de mètres de diamètre. Et ces impacts, et on en voit peu à la surface de la Terre, parce que la surface de la Terre est complètement renouvelée par le jeu de la tectonique des plaques et de l'érosion. Mais si on regarde notre satellite, la Lune, il est absolument couvert de ces impacts, parce que c'est comme ça qu'en fait les planètes se sont formées par collisions successives, et on grossit petit à petit. Et ce qu'on voit là, c'est une vue d'artiste qui est astronome, en fait, qui montre la collision de 2 corps qui vont faire grossir, on va avoir un objet plus gros. Et c'est le même artiste qui a fait cette
cette image-là, c'est une image de comment la Lune a pu se former par un impact entre un petit corps, enfin un corps qui était à peu près de la taille de la planète Mars, qui est entré en collision avec la Terre. Les deux objets se sont partiellement mélangés. Une partie d'ailleurs de ce qui était le corps impacteur a coulé au centre de la Terre, et puis le reste s'est mis en orbite autour de la Terre et a formé le satellite de la Terre. Donc tout ça, c'est vraiment l'histoire de la formation du système solaire. Et quand on voit à l'heure actuelle des petites météorites qui arrivent, ça procède toujours de ce phénomène où les gros corps, petit à petit, nettoient le système environnant. Et donc, ça continue à se produire. Mais encore une fois, on a de la chance. À l'heure actuelle, c'est quand même un phénomène relativement rare. Donc, avant de rentrer vraiment sur la science, juste une petite synthèse. Hein. Donc, ce qu'on voit là, donc, en haut, c'est la photo de ce bolide qui se fragmente, et puis après, les objets vont s'étaler sur le sol. Alors ici, on a rassemblé tous les cailloux d'une chute qui étaient répartis sur une trentaine de kilomètres. On les a remis à peu près dans l'ordre où on les avait trouvés. Donc, ils vont s'être répartis comme ça, puis on les trouve ou pas. Et puis, donc, quelques mots de vocabulaire. Hein. Les astéroïdes, c'est les corps dont sont issus la plupart des météorites, et ce sont des objets qui sont des petits corps planétaires. Ce qu'on appelle un bolide, c'est les objets, c'est le météore qui va être suffisamment gros pour lâcher des objets. Le phénomène lumineux lui-même, tous les phénomènes lumineux eux-mêmes qui se passent dans le ciel, on appelle ça des météores. Et quand il y a beaucoup de petits météores, c'est ce qu'on appelle des pluies de météores. Et puis, quand l'objet se fragmente dans l'atmosphère et libère son énergie, on parle de fragmentation catastrophique. Et enfin, la météorite, c'est l'objet que l'on va pouvoir retrouver au sol. Alors, l'histoire des météorites, c'est une histoire qui est très longue. Hein. Pendant très longtemps, on a plutôt considéré ces objets comme des prodiges qu'on pouvait éventuellement vénérer. Hein. Là, c'est une monnaie romaine avec une météorite qui est représentée au centre. Et pendant très longtemps, ces objets, ils tombaient et puis voilà, ils n'étaient pas conservés. Et la première qui était conservée en Europe, c'est une pierre qui est tombée en 1492 à Ensisheim. Et alors, elle a une histoire, non seulement elle est conservée, il y en a même un échantillon au Muséum national d'histoire naturelle, mais elle a une histoire assez rigolote, déjà parce qu'à ce moment-là, on considérait que toute nouvelle météorite, c'était forcément un présage. Et donc, Sébastien Brandt, qui est plus connu comme le poète qui a écrit La Nef des Fous, a décidé d'exploiter l'événement en incitant le roi Maximilien à partir en guerre contre le roi de France. Donc, c'était le roi d'Autriche à l'époque, puisque l'Alsace dépendait de l'Autriche, à partir en guerre contre le roi de France. Et donc, il a fait éditer ce qu'on appelait des feuilles volantes. Alors, c'est vraiment, on pourrait appeler ça des tracts maintenant, c'est vraiment l'ancêtre du tract. Donc, où il y avait une gravure qui représentait l'événement et un poème pour inciter le roi Maximilien à partir en guerre. Et donc, cette gravure, moi, je l'aime bien aussi parce que déjà à l'époque, on se posait la question de comment on représente un objet à la fois en l'air et au sol. Donc, de cette manière-là, en fait, sur cette gravure, vous avez l'objet dans le ciel, vous avez ces rayons-là pour vous montrer que l'objet était en train de briller, et vous avez aussi le caillou au sol pour vous donner l'idée qu'il est tombé. Dernière chose amusante à propos de cette météorite, c'est que donc ça a été édité en 1492, et effectivement, donc le roi Maximilien est parti en guerre contre le roi de France. Il a obtenu réparation partielle des dommages qu'il avait eus. Mais une cinquantaine d'années plus tard, à peu près, en Italie, on reprend le même événement, mais 1492, c'était une très très mauvaise année parce que les Français avaient envahi l'Italie, parce que c'était l'avènement des Borgia et parce qu'on avait découvert l'Amérique, dont chacun sait qu'on avait rapporté la syphilis. Donc, ils reprennent le même événement et là, on travaille l'image. Donc, ils n'avaient pas attendu Photoshop, en fait. Donc, ils reprennent l'image, mais là, il y a une tête de diable dans les nuages, il y a des oiseaux qui meurent, il y a des chiens qui se cachent, il y a des salamandres qui sont des bestioles de feu, il y a une chouette qui est un oiseau de mauvais augure. Donc, on reprend exactement la même gravure, enfin presque la même gravure, mais là, on voit bien que cette image nous raconte une histoire qui est une histoire de désolation. Et jusqu'à ce qu'on arrive au siècle des Lumières, personne n'avait de doute sur ce qui se passait, personne n'émettait de doute sur le fait qu'on avait ces objets qui étaient des présages et qui tombaient du ciel.
Mais avec l'ère des Lumières, les savants ont commencé à faire le tri à éliminer tout un tas d'objets qui étaient réputés tomber du ciel. D'ailleurs, moi, si je fais le tri sur tout ce qu'on m'apporte au muséum comme des objets censés être tombés du ciel, ben, je penserais qu'il n'y a pas de météorites. Et donc, il y a eu une période où les savants, en fait, ne croyaient plus que les cailloux pouvaient éventuellement tomber du ciel, jusqu'aux travaux de Chladni. Donc, je ne vais pas vous lire ça en détail, hein. On pourra revenir là-dessus s'il y a des questions, mais qui lui a montré qu'on n'avait aucune raison de penser qu'il n'y avait rien qui tombait du ciel, comme des raisons de penser qu'il y avait effectivement des objets qui tombaient du ciel. Et c'est lui qui a commencé vraiment à paver la voie à l'acceptation de l'idée qu'il pouvait y avoir des cailloux qui tombaient du ciel. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est quand même extrêmement tardif, puisque on se retrouve quand même vraiment à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Et ce qui a fait vraiment basculer les idées, c'est que peu de temps après, des Anglais ont analysé plusieurs pierres qui étaient réputées tomber du ciel. Ils se sont rendus compte qu'elles avaient toutes une caractéristique commune, c'est le fait qu'elles contenaient du fer sous forme métallique, soit des grains de métal, soit même elles étaient entièrement composées de métal. Et non seulement il y avait du métal qui était du fer, mais à l'intérieur de ce fer, associé à ce fer, il y avait du nickel qui était un élément chimique qu'on venait de découvrir assez peu de temps avant. Et cette caractéristique commune à toutes ces roches, réputées tomber à des époques complètement différentes, dans des endroits complètement différents, ça a vraiment fait basculer les idées sur le fait que vraiment il y avait des pierres qui tombaient du ciel. Alors ça a fait basculer les idées en Europe. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer Jefferson qui dit « Je ne trouve rien de surprenant au fait qu'il pleuve des pierres en France, pas même si c'eût été des meules. » Il y a en France plus de vrais philosophes que dans n'importe quelle autre contrée au monde, mais il y a aussi là-bas une plus grande proportion de faux philosophes. La raison en est que l'imagination exubérante du français lui donne une plus grande facilité à écrire et que son jugement peut ainsi être emporté, sauf il en dispose d'une grande quantité. Cela pourra même lui créer des faits qui ne sont en fait jamais arrivés, mais qu'il décrira en toute bonne foi. Voilà, je vous laisse méditer ces paroles qui sont quand même pas très gentilles, mais après il a mis aussi en doute comment dire, les paroles des savants américains qui finissaient quand même par croire les Français. Alors, pourquoi nous intéressons-nous à ces objets? Pourquoi est-ce que nous les étudions? Déjà, ce sont des objets qui proviennent de corps extrasolaires, donc qui proviennent de l'espace. Donc, ce sont des sondes de l'espace qui nous renseignent sur qu'est-ce qui compose les planètes autres que la nôtre. Et donc là, vous avez une vision synthétique du système solaire, en fait, avec évidemment toutes les planètes qui sont rangées dans l'ordre. Et puis, cette zone entre la planète Mars et la planète Jupiter, dans laquelle il y a plein de petits corps qui gravitent, qui sont quand même, qui est ce qu'on appelle les astéroïdes, qui sont quand même la source essentielle des météorites. Et puis, très loin, beaucoup plus loin, plus vers l'extérieur du système solaire, une zone où il fait extrêmement froid, où tout est glacé, et on a des objets glacés qui existent et qui parfois plongent vers l'intérieur du système solaire, et c'est ce qu'on appelle les comètes. Et ce sont elles qui sont plutôt la source de ces pluies d'étoiles filantes qu'on voit à intervalles réguliers. Alors, tous ces objets, on les a visités évidemment avec nos sondes. On est allé les voir, on en a inspecté certains. Alors, pour les planètes, on les a toutes visitées, mais en revanche, on les a vus de loin. Les atterrissages sur ces corps-là, pour le moment, il n'y a que 9 corps sur lesquels on ait pu poser nos engins en prenant la Terre là-dedans. Et pour ce qui est de rapporter des échantillons, c'est encore bien pire. Et encore, la situation s'est bien améliorée les 2 dernières années, hein, puisqu'il y a, alors je ne sais plus si ça fait 1 an ou 2 ans, les Japonais ont rapporté des échantillons d'un astéroïde, et il y a une mission américaine qui est en train, en ce moment même, de rapporter aussi des échantillons qui viennent d'un autre astéroïde. Et vous voyez que les échantillons des autres planètes auxquelles on a accès, c'est très très peu. Et même la planète Mars, dont on parle tout le temps, pour le moment, on n'a pas d'échantillons qu'on ait été capable de rapporter nous-mêmes de la planète. En revanche, on a beaucoup d'échantillons de la Lune, de Mars et de très très nombreux astéroïdes et de comètes qu'on retrouve sous forme de météorites et de micrométéorites. Donc, vous voyez, ces objets, déjà, c'est une source absolument fondamentale de connaissances sur quelle est la composition des autres planètes qui composent le système solaire. Donc, ce sont des machines à explorer l'espace. Mais moi, je vais me concentrer là-dessus dans le reste de cet exposé, parce qu'on n'a pas le temps de tout balayer, évidemment, mais c'est surtout que ce sont des sondes du temps.
Donc, ce que vous voyez là, c'est le système solaire en formation. L'étoile Soleil vient de se former. Elle est ici au centre et elle est en rotation. Enfin, elle est au milieu d'un disque de matériel, de gaz et de poussière qui sont en rotation, qui tournent autour de l'étoile. Et c'est dans ce disque que vont se former les planètes. Alors, c'est une vision évidemment du système solaire, enfin du disque protoplanétaire qui est extrêmement fausse, parce qu'on ne peut pas représenter les objets à la fois avec les distances et les tailles à la même échelle. C'est le même problème que pour représenter le système solaire. Néanmoins, ça donne une bonne idée de ce qui se passait. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans tous ces objets en train de tourner autour du système solaire, autour du Soleil, pardon, il y a 4,57 milliards d'années, il y en a qui ont été les témoins de ce moment-là et qui nous sont parvenus pratiquement sans avoir évolué depuis ce moment-là, et donc qui vont nous renseigner sur qu'est-ce qui se passait il y a 4,57 milliards d'années au moment où se formait le système solaire. Alors, les météorites qu'on reçoit, elles se répartissent en vraiment deux groupes importants, en deux groupes importants. Et la raison de ça, enfin, on peut voir ça justement avec cette histoire de métal. Pourquoi les météorites ont-elles toutes du fer sous forme métallique et du métal, alors qu'il n'y en a pas à la surface de la Terre? Ici, vous avez une vue d'une météorite et vous voyez tous les points blancs qu'il y a à l'intérieur. Là, ce sont des grains de métal. Donc, quand je dis métal, ce n'est pas juste du fer. C'est pour ça que j'ai mis deux objets métalliques. C'est vraiment ce matériel brillant qui sert à faire les ciseaux, les agrafeuses, etc. Vous savez bien que dans les roches de la Terre, ce n'est pas courant. Là, vous avez du fer, effectivement, dans ces roches. C'est pour ça qu'elles sont toutes tachées de rouille. Mais ce fer, on ne peut pas le travailler. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un âge du fer. Je vais passer sur ces diapos-là. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un âge du fer, c'est-à-dire c'est le moment, et qui n'est pas si ancien de ça, qui remonte à quelques milliers d'années, en fait, où on a été capable d'extraire le fer d'un minerai. C'est-à-dire qu'on prend un minerai, on prend une source de carbone qui a plus d'affinité pour l'oxygène que n'a le fer. Et donc, on va avoir du fer liquide qui va couler en bas de ce haut fourneau. Alors, à l'époque, on faisait ça plutôt dans des bas fourneaux, tandis que le CO2, c'est-à-dire le carbone, va entraîner l'oxygène et donc dégager le fer. Et pendant très longtemps, donc, on n'avait pas accès comme ça à du métal. Et quand on trouve des objets anciens, plus anciens que l'âge du fer, c'est-à-dire qui datent de l'âge du bronze, qui sont en fer métallique, comme par exemple ces lames chinoises, alors qui sont toutes rouillées, mais c'était bien du fer, ou cette dague qu'on a trouvée dans la tombe de Toutankhamon. Mais en fait, c'est tout simplement des météorites de fer qui ont été utilisées parce qu'une fois qu'ils avaient le métal, ils savaient le travailler. En fait, et bien sûr, s'ils avaient du fer, ils étaient capables de chauffer, d'étirer, de fondre, de marteler et de travailler les objets. Donc, mais du fer sous forme métallique, encore une fois, à la surface de la Terre, ça n'existe pas. Alors, pourquoi ça n'existe pas et qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la formation des planètes, ce qu'on appelle l'accrétion, où les petits corps se collent les uns aux autres de plus en plus, et ils emmagasinent de la chaleur, et puis ils vont avoir tendance à s'échauffer sous l'effet des noyaux radioactifs qu'ils ont emmagasinés. On va revenir un petit peu là-dessus après, et qui étaient dans le matériau, là, dans cette poussière et ce gaz qui se sont formés qui sont accrétés pour former ces matériaux-là. Il peut y avoir des noyaux radioactifs qui vont décroître et qui vont chauffer les planètes à l'intérieur. Et puis, plus elles vont grossir et plus il va faire chaud, plus elles vont avoir tendance à fondre. Et si vous avez un mélange de métal et de silicate qui fond, ça vous fait deux liquides de densité différentes. Et quand vous avez deux liquides de densité différentes, c'est comme l'huile et le vinaigre, ils vont avoir tendance à se séparer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En fait, les liquides métalliques qui étaient denses ont coulé au centre de la planète, tandis que les liquides silicatés les plus légers s'épanchent en surface. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de planètes, y compris la Terre, avec un noyau métallique, un manteau résiduel qui est formé de minéraux ferromagnésiens, et puis une croûte en surface qui est silicatée. Donc, c'est un phénomène qui n'est même pas terminé à l'heure actuelle sur la Terre, puisque cette différenciation, elle est encore en cours. C'est ça qu'on appelle le volcanisme.
Alors, il y a beaucoup de noyaux radioactifs qui sont impliqués là-dedans. Donc, ce que vous avez là, c'est tous les noyaux instables qui sont susceptibles d'agir avec leur demi-vie, la durée pendant laquelle ils sont actifs. Bah, au début, en fait, hein, c'était vraiment les noyaux de période très courte qui ont décru, mais ils sont actifs, très forts, mais pas longtemps. Et puis maintenant, la Terre, elle est plutôt dans cet état-là où il y a comme un petit feu de braise à l'intérieur qui est en train de chauffer la Terre à feu doux, et donc ce phénomène de différenciation n'est pas terminé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de fer métallique à la surface de la Terre, c'est parce qu'il a coulé au centre de la planète. Voilà. Et quand une planète qui s'est différenciée comme la Terre se casse, ben c'est comme ça qu'on peut avoir des blocs de métal qui vont tomber à la surface de la Terre. Et puis on peut trouver des blocs d'autres météorites, des basaltes qui viennent de surface, des morceaux de manteaux, etc. Mais il y a un certain nombre de corps qui se sont formés un petit peu plus tardivement, qui avaient donc emmagasiné moins de chaleur parce que les noyaux les plus actifs avaient déjà décru et qui ne vont pas avoir fondu. Alors, pardon, je me déplace dans le mauvais sens, ça, c'est pas bon. Voilà. Et ce sont ces corps-là qui vont être à l'origine de ce qu'on appelle les chondrites, c'est-à-dire des corps qui n'ont pas fondu, dans lesquels métal et silicate restent associés. Donc, c'est là qu'on a vraiment deux familles d'objets. On a ceux qu'on appelle primitifs, c'est-à-dire qui viennent de corps qui n'ont pas fondu dans leur intégralité, et c'est ce qu'on va appeler les météorites primitives ou les chondrites. Ça représente 86% des objets qui vont tomber à la surface du globe et qui donc vont avoir du métal et des silicates associés. Et puis on va retrouver des météorites de fer, des basaltes et des choses comme ça. C'est une petite quantité. Et bien sûr, vous comprenez bien que ça va nous apporter des renseignements qui sont différents, puisque les chondrites vont nous renseigner plutôt sur ce qui se passait au moment où le système solaire s'est formé, puisqu'ils ont une évolution qui a été bloquée très tôt, tandis que les météorites différenciées vont nous renseigner plutôt sur l'évolution interne des planètes. Alors, ce qu'on appelle les météorites primitives ou chondrites, c'est donc cette caractéristique de contenir du métal, mais aussi d'avoir ces petites structures rondes là, qui sont collées les unes avec les autres, qui font l'essentiel de la masse des objets, qu'on appelle des petits grains. Elles tirent leur nom de petits grains, de petits granules en grec. C'est ça qu'on appelait des chondres. Et c'est ça qui est tout à fait caractéristique de ces objets primitifs. Donc, ça, c'est aussi une vue d'une chondrite, mais pour le coup, au microscope électronique à balayage, pour voir, c'est juste ces petites billes qui sont collées les unes avec les autres. Donc, ces objets vont nous renseigner plutôt sur la genèse du système solaire, tandis que les autres météorites, les moins abondantes, hein, celles qui viennent de planètes qui ont fondu, elles vont plutôt nous renseigner sur l'évolution interne des planètes et nous permettre, quand on les étudie, de faire de la géologie à distance. Voilà. Juste un mot, au départ, hein, quand on a commencé à comprendre que les météorites venaient effectivement de corps extraterrestres, on parlait de pierre, on disait même aérolite à l'époque, et de fer, on disait sidérolite. Alors maintenant, on a bien compris qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut les partager, parce que les basaltes, les basaltes ne contiennent pas de fer, et pourtant, ils viennent de planètes qui ont fondu, d'objets qui sont différenciés. Donc maintenant, on comprend bien qu'il faut plutôt répartir les objets en chondrites, donc météorites primitives, et météorites issues d'objets différenciés. Et donc, je vais passer un petit peu une partie de cela, parce que je vois que le temps passe. Simplement, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le fait que ces objets-là, spécifiquement, ce sont des machines à remonter le temps, en fait, hein, ces météorites primitives. Et en particulier, si on compare la composition chimique de ces objets-là à la composition du Soleil, sans tenir en compte évidemment l'hydrogène et l'hélium, puisque ce sont quand même ces éléments gazeux ultra volatiles qui composent l'essentiel de la masse du Soleil. Ben, si on compare les abondances des éléments dans le Soleil, qu'on regarde par spectroscopie, avec ces matériaux-là, ben, on s'aperçoit que sur plusieurs ordres de grandeur, hein, là on a des échelles log, et ben, on a exactement les mêmes compositions. Ce qui montre simplement que ces objets se sont formés à partir du même matériau que ce qui a servi à former le Soleil d'une part et les planètes ensuite. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce que sinon je vais aller trop loin, mais je prendrai vos questions et je répondrai après. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette conférence passionnante qui a abordé non seulement donc, des aspects scientifiques, mais parfois aussi des aspects culturels. Alors là, c'est peut-être là que je serai moi le plus dans mon élément, mais en effet, c'était peut-être plutôt les comètes dont on parlait pour les
pour les présages, enfin, je ne sais pas, la comète qui avait été vue quand Guillaume le Conquérant est Bien allé sûr. à la conquête de l'Angleterre, par exemple, mais donc vous nous apprenez aussi que les météorites ont eu leur rôle à jouer. Alors, est-ce qu'on faisait vraiment toujours la différence entre les deux à ce moment-là? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des différences si notables, mis à part le fait que les comètes, apparemment, elles restent en orbite, si je comprends bien? Oui, alors les comètes, elles restent dans l'espace. Quand on les voit, elles sont très très loin. En fait, elles sont dans l'espace. Ce qu'on voit qui est issu des comètes, c'est les tout petits météores, hein, les pluies d'étoiles filantes, quand la Terre traverse à période régulière l'orbite où une comète est passée et a laissé des poussières derrière elle. Donc, c'est un phénomène beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, qui dure un certain temps. Quand c'est des comètes qui viennent de très loin, on ne sait pas qu'elles vont arriver, on n'est pas capable de le prédire, mais c'est un phénomène calme, c'est quelque chose qu'on voit très loin dans le ciel et qui est de plus en plus visible pendant un certain nombre de nuits. Ça peut s'étendre sur quelques semaines à peu près. Alors que l'arrivée d'une météorite, le météore que je vous ai montré, c'est un phénomène extrêmement violent qui dure quelques secondes. Hein, donc, c'est vraiment ces deux événements astronomiques qui. C'est vrai que quand on voit une représentation, on a l'impression que ça se ressemble, mais dans la réalité, c'est un phénomène très brutal, très flamboyant quand il s'agit d'un gros objet, et très instantané et imprévisible. Oui, et d'ailleurs, les images que vous avez montrées de Tcheliabinsk, ça m'a rappelé quelques souvenirs, parce qu'en effet, il y a une dizaine d'années, sur les réseaux sociaux, ça avait été assez partagé, même si nous Ah n'en avons ben, pas été témoins, sauf peut-être s'il y a dans la salle parmi nous des gens qui étaient là-bas à ce moment-là, peut-être pas, mais il y a peut-être dans le public des personnes qui souhaitent poser des questions. Je vois une question qui apparaît par écrit. La chute de météorites sur Terre est-elle prévisible? alors, la réponse, elle est assez compliquée. Généralement, non, hein, parce que souvent, en fait, les collisions les plus fréquentes, c'est avec les objets qui sont les plus petits. Donc, ceux-là, souvent, on ne les connaît pas. Mais il est arrivé à 7 reprises qu'on annonce qu'un objet avait été vu dans l'espace par des télescopes et qu'il allait entrer en collision avec la Terre. Et sur ces 7 fois, 3 fois, on a retrouvé un caillou qui était associé. Et la dernière fois, bah, il se trouve que c'était en février dernier en Normandie. L'astéroïde 2023 CX1 a été découvert le soir à 10 heures, vers 10 heures du soir. Ça a été annoncé pour le coup sur les listes de diffusion d'astronomes qui s'intéressent à ce genre de choses. Et ça a été annoncé qu'elle allait tomber dans la Manche, enfin au voisinage de la Manche, vers 4 heures du matin. Alors là, mes collègues astronomes, il y en a plein qui se sont mis en route pour aller photographier le bolide. Il y en a aussi qui ont photographié l'objet dans l'espace. Et puis, il se trouve que moi, je travaille au muséum et que je suis à la tête d'un programme de sciences participatives dont un des objectifs, c'est d'impliquer les publics dans la recherche de météorites sur le terrain. Donc, 2 jours après, on était sur le terrain et effectivement, on a retrouvé des morceaux de cet astéroïde. Donc, dans ce cas-là, ça avait été prévu, mais ça avait été prévu donc 7 heures avant. Hein. Ça laisse assez peu de temps pour s'organiser. J'avais laissé mon micro coupé. Il y avait une autre question sur la différence entre les météorites et les étoiles filantes. Alors, ça rejoint peut-être ce qu'on disait aussi à propos comment dire, des comètes ou tous ces objets qu'on classe en catégories. Alors en fait, là, il n'y a aucune différence entre une météorite et une étoile filante au départ, au niveau du matériau. C'est juste qu'une étoile filante, c'est beaucoup plus petit et que l'objet va se désintégrer avant d'atteindre le sol. La météorite, c'est l'objet qu'on retrouve au sol. Donc il faut un objet plus gros au départ et aussi peut-être avec plus de cohésion. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, s'il y a des personnes qui veulent poser leurs questions en direct, elles peuvent réactiver leur micro. Alors, je ne sais pas si sur ce Zoom, il y a des systèmes de doigts levés ou autres. On finit toujours par se perdre entre tous ces systèmes de visioconférence. Est-ce que... Oui, je vois une main qui se lève. Alors, monsieur, madame, vous pouvez prendre la parole.
Oui, je ne vous entends pas, monsieur, madame Londex, c'est ça? Vous avez souhaité prendre la parole? Euh, Sinon, en attendant, j'ai toujours une question qui arrive par écrit. Y a-t-il eu des accidents mortels suite à des chutes de météorites? Alors, je le disais tout à l'heure, en fait, la Terre n'est pas vraiment couverte d'êtres vivants. La légende dit qu'il y a eu un chien de tué avec la chute de la météorite de Nakhla en Égypte en 1904, je crois que c'était. Une vache de tué avec la chute, je crois que c'est les gouverneurs Valadares ou quelque chose comme ça. Des personnes qui ont été vraiment tuées par une chute de météorite, pas à ma connaissance. Il y a juste une femme qui a été blessée. C'était aux États-Unis en 1954. Elle était allongée sur son canapé, elle faisait la sieste ou elle regardait la télé. Et en fait, le caillou a troué le plafond, enfin le toit de sa maison. Le plafond a rebondi et lui est tombé sur la hanche. Et c'était quand même un caillou qui faisait 3 kilos. Et donc, elle a été blessée, elle a eu un énorme bleu quand même, sachant que quand les objets ils arrivent comme ça, surtout quand ils ont traversé le plafond et tout, c'est pas plus, il n'y a pas plus d'énergie que si vous lâchez un pavé de 3 kilos depuis votre plafond, hein, ça tombe en chute libre, mais vous n'avez pas du tout envie de recevoir un pavé de 3 kilos, et donc c'est ce qui lui est arrivé. Et cette femme, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas du tout le même engouement pour les météorites, donc elle et son mari ont essayé de vendre la pierre à la Smithsonian pour 1 000 $. La Smithsonian a dit non, on achète la deuxième pierre de cette chute qui est plus petite, qui est moins chère. Et donc, cette pierre a fini dans un musée local. Mais surtout, cette femme a fait une dépression après. C'est-à-dire qu'elle elle rêvait que ça lui arrivait. Mais c'est le seul accident vraiment humain qui a été causé par la chute de la pierre elle-même, à ma connaissance. Bien, donc les météorites rendent certaines personnes lunatiques, on pourrait presque dire. Et On peut dire ça. on a l'impression qu'on est en sécurité nulle part, malgré tout, avec votre histoire là. Je crois qu'on avait encore une question, oui, sur la taille maximale des météorites retrouvées. Alors, la plupart des objets se fragmentent dans l'atmosphère, ou sinon ils fabriquent un cratère. Alors, quand on a un gros caillou comment dire, qui fait un cratère, comme ça a été le cas au météore cratère, au moment où se produit l'explosion, littéralement, où toute l'énergie est libérée, la météorite elle-même est volatilisée. Donc, on la retrouve pas. Donc, il n'y a pas de météorite. En général, quand il y a un cratère, il peut y avoir des petits bouts de météorite, mais en général, il n'y a pas de météorite. Et donc, le plus gros bloc qui a été retrouvé sur Terre, connu à l'heure actuelle, c'est quand même un bloc qui fait 60 tonnes et qui est en Namibie, qui n'a pas été bougé. D'ailleurs, ils ont fait une espèce de cirque autour pour pouvoir la contempler. Donc, 60 tonnes, c'est quand même une densité, c'est du métal, hein, donc c'est une densité d'8. Hein, c'est pratiquement 3 fois plus dense que les roches terrestres auxquelles on a affaire normalement. Donc, ça fait un objet qui fait la taille d'une grosse voiture, d'un petit tank. En fait, il y a des photos historiques où il y a plusieurs personnes montées dessus, 4-5 personnes montées dessus. Donc, ça nous fait déjà de beaux objets. Comme vous disiez aussi, on peut déduire de la taille du cratère l'impact, à la taille de la météorite d'origine, mais sauf qu'on ne la retrouve pas Voilà, c'est ça. en entier, en fait. Oui. Alors, donc, oui. Alors oui, j'ai la question, donc, oui, puisque nous avions tout à l'heure un intervenant qui ne pouvait pas apparemment brancher son micro, mais qui nous pose la question par écrit. On détermine l'âge de la Terre à partir de certaines météorites. Comment peut-on considérer que l'âge de la Terre est celui de ces météorites? Eh ben, c'est vraiment une très bonne question. En fait, c'est que tous ces objets, tous ces corps planétaires se sont formés en même temps que le Soleil, très peu de temps après le Soleil. En fait, tout ça, ça s'est formé en même temps. Quand je vous montrais ce disque protoplanétaire dans lequel les matériaux étaient en train de tourner autour du Soleil, tous ces corps solides se sont formés en même temps. Voilà, donc les météorites, c'est des fragments des plus petits corps que la Terre, mais toute cette accrétion, ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Et
par convention, hein, comme on est capable de mesurer l'âge de certaines de ces météorites ou de certains objets à l'intérieur de ces météorites, c'est l'âge qu'on considère qui est l'âge de la Terre. Sur la Terre, comme la Terre, elle a fondu après sa formation et que tout a été fondu, tous les chronomètres qu'on peut utiliser ont été remis à zéro. Donc les minéraux les plus anciens qu'on trouve sur la Terre, je ne parle même pas de roches, je parle de minéraux isolés, ils ont 4,4 milliards d'années, ce qui est quand même déjà assez ancien, mais les épisodes plus anciens encore de l'histoire de la Terre, on ne peut pas les mesurer de manière directe. Alors que dans les météorites, on a des objets qui vraisemblablement sont les premiers corps qui se sont condensés à l'intérieur du système solaire, là où tout était vaporisé. Et donc, c'est l'âge de ces objets-là qu'on mesure, et on dit, ça, c'est le temps zéro de l'histoire du système solaire. Mais c'est une convention, hein, littéralement, parce qu'il se passait déjà des choses avant. Quand le nuage de gaz et de poussière s'est effondré sur lui-même au départ, ça a pris quand même quelques millions d'années, et donc on prend pas ça en compte. Encore une fois, c'est une convention, mais c'est le moment qu'on est le plus capable de mesurer. Oui, donc nous sommes, comme vous disiez, là, sur une planète qui est encore en train de cuire à petit feu. On est sur la croûte du gâteau, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est exactement. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le petit canal de discussion, pas d'autres mains qui se lèvent. En tout cas, je crois qu'on a eu des échanges très intéressants à la suite de cette conférence. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Brigitte, et remercier donc tous nos auditeurs pour leur participation et leurs questions. J'ai encore un nouveau message. Est-ce que c'est... Non, c'est un message de remerciement. Bien. Donc voilà, en effet, nous vous disons un grand merci et nous allons déjà arrêter l'enregistrement.